Bonjour à tous, vous êtes au Centre culinaire contemporain. Aujourd'hui, on va vous présenter le webinaire sur l'Afrique de l'Ouest. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez correctement? Je vous invite à noter votre réponse sur le chat pour que je puisse voir si vous m'entendez correctement. Hop, 5 sur 5, super, parfait. Il y a encore quelques personnes, on attend encore quelques personnes, mais on va pouvoir commencer tout de même. Donc aujourd'hui, c'est le webinaire sur l'Afrique de l'Ouest, les marqueurs et les inspirations culinaires qui y sont liées. Je vais laisser la parole à Marie-Loïc Garin. Moi, je suis Nina Cyr, chef de projet communication et design au centre culinaire. Et c'est moi qui vais vous faire la présentation préalable sur toute la partie marqueurs et inspiration culinaire. Et Marie-Loïc va vous présenter un peu notre structure, le centre culinaire conseil. Je vous la passe tout de suite. Je lui laisse la parole. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Marie-Louise Garin, je suis chef de projet senior au Centre culinaire contemporain. Le Centre culinaire contemporain, c'est une structure de conseil en innovation alimentaire par les usages et la création culinaire. Notre mission, c'est d'accompagner les professionnels des filières alimentaires dans l'innovation produit et l'optimisation des offres de ces filières. On va répondre en fait à un certain nombre de besoins des entreprises et des structures. Ça peut être le souhait de lancer un nouveau produit ou de pénétrer un nouveau marché. Dans ces cas-là, on va essayer de comprendre les fonctionnalités et les usages culinaires des produits, développer de nouvelles recettes ou de nouvelles offres. Ça peut être aussi les besoins, la volonté d'optimiser des offres produits ou de nourrir un pipe innovation. Dans ces cas-là, on va aller comprendre le besoin utilisateur, on va proposer des améliorations de produits, réaliser de la créativité, prototyper et soumettre les innovations aux utilisateurs. Autre besoin possible, c'est de pouvoir comparer ces produits par rapport à la concurrence et d'obtenir ainsi une vision globale des offres de produits des marchés ou de bien connaître les fonctionnalités et les usages des produits de ce segment-là. Dernier objectif que nous pouvons assumer, c'est de valoriser et de communiquer sur vos produits et de construire avec vous les argumentaires commerciaux en créant des contenus culinaires, que ce soit de la photo, de la vidéo, ou en accompagnant vos équipes lors de démonstrations culinaires, par exemple, ou de soutien au discours des usages. Le centre culinaire s'appuie sur une équipe qui est pluridisciplinaire et plurimarché, qui va autant pouvoir vous accompagner sur des marchés GMS, industrie ou RHD. Selon les sujets, en fait, l'équipe peut être renforcée par des experts associés qui sont des sociologues, des facilitateurs, des designers, photographes, etc. Et nous, dans l'équipe, nous sommes donc un cumul de chefs de projet et de conseillers culinaires avec chacun une expertise différente qui permet comme ça d'avoir un regard très croisé et complémentaire et multimarché sur vos problématiques. Donc, nous construisons des offres et des accompagnements sur mesure qui vont répondre à vos problématiques posées. Voilà pour nous. Nous accompagnons donc depuis maintenant une dizaine d'années un certain nombre de clients qui peuvent être des clients type start-up, TPE, PME, mais aussi plus grands groupes et qui peuvent officier soit en restauration collective, restauration chaînée, mais aussi industrie, tout type d'industrie. Voilà, après avoir brossé un tableau rapide donc, de ce qu'était le Centre culinaire contemporain, je laisse la parole à Ninon sur ce qui est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est-à-dire ce décryptage des marqueurs culinaires de l'Afrique noire. Merci à tous. Pardon, j'avais oublié d'enclencher mon micro. Donc, je disais, on va travailler aujourd'hui sur vous présenter une
une étude sur le défrichusage sur l'Afrique de l'Ouest, pardon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu les défrichusages, mais c'est une série d'études qu'on fait au centre et sur laquelle vous pouvez avoir plein de thématiques différentes. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest, mais sur notre blog, on a travaillé sur différentes thématiques, donc flexitarisme, etc. Je vous invite à y jeter un œil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement, au départ, était censé être un événement physique, mais avec effectivement le contexte sanitaire, on a été amené à transformer un peu tout ça. Et normalement, ce qui se déroule, c'est qu'il y a vraiment une conférence introductive qui va présenter le sujet et les marqueurs culinaires qui sont associés à ce sujet-là. Et ensuite, on réalise souvent des ateliers sensoriels, culinaires, avec des démonstrations de cuisson avec les produits. Et enfin, pour déguster et découvrir de nouveaux produits. Aujourd'hui, on le transforme en webinar. C'est déjà notre 3e webinar. On a déjà réalisé un webinar sur la Scandinavie. Et aujourd'hui, on part un peu plus au sud vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi l'Afrique de l'Ouest ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait décelé cette tendance qui est de plus en plus présente sur notre marché français, dans les offres de restauration principalement. Et on a voulu approfondir un peu ce sujet-là et développer une étude sur l'Afrique et aussi principalement de l'Ouest pour approfondir le sujet et découvrir les opportunités culinaires que cette gastronomie peut nous offrir. Au niveau de la méthodologie qu'on a adoptée pour ce webinaire, c'est après avoir échangé nos connaissances avec l'équipe et réalisé une première veille, 2 de nos conseillers culinaires sont partis faire un salon, donc le Food Temple Africa, qui se passait au Carreau du Temple à Paris. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ça a permis de découvrir de nouveaux produits, confirmer aussi des acquis qu'on avait en interne et réaliser des ateliers. Là, ce qu'on peut voir, c'est les 2 ateliers qu'ont fait les chefs Émilie et Eric, qui parleront par la suite. Et c'était sur le niébé. Donc, le niébé, c'est un haricot corny, qui vous présenteront bien mieux quoi tout à l'heure, mais avec des recettes un peu innovantes, dont du niébé à la menthe, basilic, citron, et billes de melon et vinaigrette au moringa. Et ensuite, à droite, des pâtes au niébé, poisson fumé et pesto de feuilles de patates douces. Voilà. Et il y avait également des masterclass qui ont été très, très bénéfiques pour l'étude qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, pourquoi l'Afrique de l'Ouest précisément ? Comme vous pouvez le constater et comme vous le savez, l'Afrique est un continent immense et donc l'étudier dans sa totalité, c'est un sujet un petit peu trop large et surtout les marqueurs culinaires ne sont pas forcément les mêmes dans certaines parties de l'Afrique et c'était vraiment trop important comme étude. On a souhaité travailler sur l'Afrique de l'Ouest car on a décelé des marqueurs culinaires qui étaient plus forts que dans certaines parties de l'Afrique. Et donc, comme les céréales, le sorgho, les poivres, etc. Et c'est vraiment l'ensemble de ces marqueurs qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. D'un point de vue global, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment une très grande surface. Ça fait environ 1/5 du continent africain, ce qui est conséquent. Et la grande majorité de la région est composée de plaines et un petit peu de sommets isolés au niveau de la côte sud. L'Afrique de l'Ouest, c'est une région terrestre qui couvre toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment le berceau d'empires successifs comme le Ghana, le Mali et le Songhai. Et enfin, l'Afrique de l'Ouest, c'est un ensemble de pays qui possèdent des influences et un héritage commun, et c'est ce qui nous a intéressés aussi au niveau culinaire. On y a ajouté également le Cameroun, que vous voyez tout en bas, parce que ça nous semblait un pays intéressant à inclure tout de même, parce que culinairement, il y avait des choses sur lesquelles on voulait s'appuyer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même une région économiquement assez pauvre et la majorité des pays qui composent l'ensemble sont sous-développés, malgré des sols très riches en minéraux tels que l'or et le diamant et le pétrole également. Maintenant, je vais vous présenter les ustensiles qui ont marqué
qui sont des marqueurs aussi importants en Afrique et qui font la gastronomie et la cuisine africaine d'aujourd'hui et du passé également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, il y a certaines traditions qui diffèrent des traditions européennes, même si ça évolue quotidiennement et au fil des années. La plupart des repas, de façon traditionnelle, étaient servis au centre de la table avec un plat unique à partager. C'est encore le cas dans de nombreux pays. Et ensuite, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de plats et de mets qui sont dégustés avec les mains ou avec une galette. Au niveau des ustensiles quotidiens pour cuisiner les plats, on retrouve le duo mortier-pilon, qui est quelque chose de très ancré en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. La calebasse, qui est un outil multifonction que je vais vous présenter par la suite. Le canari, un outil de conservation intéressant. Et la marmite, un ustensile de cuisson très présent en Afrique de l'Ouest. Donc, le duo mortier-pilon, donc c'est vraiment un outil qu'on retrouve dans toutes les familles où on y mange de la pâte d'igname pilée. C'est utilisé au quotidien par les familles et c'est souvent fait en bois et il varie selon les pays. Il y en a qui sont plus ou moins larges, plus ou moins hauts, etc. Le pilon, le mortier-pilon, ça fonctionne de manière assez particulière, c'est-à-dire que ça va être une pression verticale et perpendiculaire au mortier répété. Ce mouvement répété va permettre de monder, de concasser ou de réduire en poudre des ingrédients comme des céréales, des tubercules ou des racines. Effectivement, on utilise cet outil-là pour un mets de base qui est le foufou, que je vous présenterai par la suite, qui est assez particulier comme plat et comme mets consommé. On utilise ce duo de mortier et pilon encore vraiment quotidiennement parce qu'il y a des machines modernes qui ont été inventées pour réaliser cette pâte d'igname de façon plus simple et avec moins d'efforts, mais le coût demeure quand même encore un frein. Et donc, ces deux outils sont encore très présents. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le mortier et pilon, parce que c'est vraiment un outil, un duo d'outils qui est présent dans de nombreux pays du monde et dans de nombreuses cuisines et qui permet de faire énormément de choses, on a écrit un article et accompagné d'un e-book sur... pardon, n'importe quoi. Non, pardon, je voulais dire donc d'un article avec cet outil et des détails sur les différents mortiers et pilons qui existent dans le monde et vous pourrez avoir des informations plus précises dans cet article sur notre blog. Ensuite, on passe à la calebasse. Alors, la calebasse, c'est une courge décorative qui existe depuis, qui n'est pas comestible. Elle est cultivée depuis 4000 ans en Afrique, donc ce qui est vraiment conséquent et elle fait vraiment partie de la culture africaine commune. On l'utilise pour réaliser des objets décoratifs ou usuels. Et nous, la partie qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie usuelle qui est liée aux ustensiles de cuisine. On va y créer des bols, des saladiers, des gourdes, etc. Ce qui est intéressant avec cette gourde, c'est que cette courge, pardon, c'est qu'elle a la particularité de durcir en séchant, c'est-à-dire qu'on va la récolter et ensuite, avec un processus de 6 mois à 1 an, on va la transformer en en un objet vraiment résistant et réutilisable au quotidien, qui va nous servir à nous alimenter, à nous abreuver, etc. Et c'est un objet traditionnel qu'on retrouve dans la culture encore présente, qu'on retrouve dans la culture africaine d'aujourd'hui. Ensuite, on passe au canari. Donc, le canari, c'est un grand récipient qui est vraiment intéressant parce qu'il va permettre de stocker et de rafraîchir l'eau de boisson. En fait, c'est un outil qui est un vase qui est en terre cuite. Et la terre cuite, comme elle est légèrement poreuse, elle va permettre le passage d'une petite quantité d'eau à travers des parois vers l'extérieur. Et en fait, l'évaporation de cette eau au contact de l'air extérieur, plus sec, ça va nécessiter un apport calorique et dont une part est fournie par l'eau à l'intérieur du récipient. Donc, c'est un peu le système, le même principe, de façon plus simple, du refroidissement du corps humain par sudation.
Et les stries qu'on peut voir sur cet outil-là, sur cet ustensile, ça va permettre d'augmenter la surface contact eau et air. Et ce genre de choses est souvent enterré à l'intérieur ou à proximité d'une habitation et permet de stocker l'eau de manière à la refroidir. C'est aussi utilisé pour des habitudes culinaires. C'est le cas du Kejenu, pardon. Donc c'est un peuple, ça c'est issu du peuple Waoulé en Côte d'Ivoire, et ça permet de préparer des choses à basse température, donc ce qui est assez intéressant et qui va laisser un goût et donner un goût aux aliments vraiment particulier. Ensuite, on passe à la marmite. Alors, la marmite, c'est un outil pareil, est utilisé au quotidien en Afrique de l'Ouest. C'est des marmites qui sont souvent fabriquées artisanalement en fonction des différentes tailles qu'on va vouloir et en fonction du besoin de la personne et des communautés. C'est un ustensile incontournable et il est apprécié pour sa robustesse et il permet de faire cuire la pâte, le riz. Et c'est souvent, comme on peut le voir sur la photo, avec du feu de bois. Ah oui, et puis je voulais ajouter aussi, c'est qu'il y a un proverbe africain qui dit c'est de la marmite noire que sort la pâte blanche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié. Toutes les céréales qui vont donner une couleur bien claire, on le verra par la suite. Ensuite, on passe aux marqueurs culinaires. Donc là, je vais vous présenter ce qui fait la typicité en fait, de la cuisine de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gastronomie africaine, elle est directement liée au climat très chaud de cette région du monde. Et donc, la gastronomie africaine, elle s'est construite sur des produits locaux et résistants, le fonio et le riz local. Son histoire, elle l'a amené à se diversifier avec l'importation de nouveaux produits qui sont aujourd'hui très consommés en zone urbaine et que je vous démontrerai tout à l'heure. Ensuite, la gastronomie africaine est évidemment très riche et diversifiée. Là, je vous ai mis quelques exemples de plats typiques d'Afrique de l'Ouest, comme l'atiéké. Alors, l'atiéké, c'est le couscous de Côte d'Ivoire. C'est un plat à base de manioc qui fait partie intégrante de la cuisine ivoirienne en Afrique. Et cet atiéké, il est souvent accompagné de kedjenou, donc un ragoût épicé à cuisson lente, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est souvent réalisé avec le canari. Ensuite, je vous présentais aussi le yassa. Je pense que vous devez déjà peut-être connaître un petit peu. Donc, le yassa, c'est un plat sénégalo-malien. C'est à base d'oignons frits et de riz et de viande marinée dans le citron, puis frite ou braisée, et de poulet ou de poisson. Ensuite, on a le tieb. Alors, il y a deux sortes de tieb qui existent. Le premier, c'est le tieboudienne et le second, c'est le tiebouillap. Donc, c'est constitué avec le même tieb, mais en remplaçant le poisson par de la viande. C'est des plats vraiment célèbres dans la cuisine sénégalaise. Et dans la cuisine sénégalaise, c'est le plat national traditionnel. Et il est fait à base de riz, de poisson, sauce tomate, légumes et carottes et manioc. Ensuite, il y a le mafé. Donc, le mafé, c'est une sauce à base de pâte d'arachide qui est originaire du Mali. Et pareil, c'est un plat traditionnel malien et ça se cuisine souvent avec de la viande ou du poisson. Et ce plat, il s'accompagne souvent de riz local dont je vous parlerai par la suite. Et enfin, le foufou, quand je vous présentais le duo mortier-pilon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utilisé, le duo mortier-pilon, pour réaliser ce type de plat qui est le foufou. Le foufou, c'est à partir de légumes racines, comme l'igname, le taro ou le manioc, et à base de graines de céréales, comme le mil, le sorgho. Et on va mélanger ces deux éléments et les piler. Puis, après avoir bouilli, bien évidemment, le légume, on va le mettre dans le mortier. Et avec ce geste précis de piler, on va utiliser la boule et la retourner et l'humecter d'eau tiède pour réaliser une pâte vraiment particulière
et qui demande beaucoup de travail. Et c'est un travail de longue haleine de réaliser le foufou de manière traditionnelle. Et c'est souvent un moment de communion. Voilà. Et si on fait de manière un peu plus globale le résumé des marqueurs culinaires forts de l'Afrique de l'Ouest, on retrouve un repas typique avec des féculents, de la viande ou du poisson et des épices. La céréale de base ou le féculent, il varie en fonction des régions et des groupes ethniques, mais le maïs, par exemple, gagne du terrain car il est peu cher, et le riz est également présent et consommé dans la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine locale et les recettes d'Afrique de l'Ouest restent quand même très présentes avec les coutumes et les traditions locales, qui sont vraiment une des bases importantes. Et les techniques culinaires d'Afrique de l'Ouest, elles changent. C'est-à-dire que dans le passé, on mangeait beaucoup moins de viande parce que c'était trop onéreux et on utilisait des nuits naturelles. Aujourd'hui, les habitants de cette région, ils vont délaisser certains produits au profit de produits importés tels que le blé. Et le régime va être un peu plus lourd en viande et en sel et en graisse. Et les plats vont combiner du poisson et de la viande. Donc, nous, au cours de notre étude, on a quand même décelé des choses vraiment marquantes dans la culture culinaire de l'Afrique de l'Ouest. On a décelé les céréales qui sont très présentes au quotidien dans cette région du monde, la consommation de poissons de mer et d'eau douce, et la consommation aussi régulière de viande qui augmente de plus en plus. Cette consommation, elle est de plus en plus présente alors qu'elle l'était moins auparavant. Et ensuite, la consommation de tubercules et de fruits et l'utilisation récurrente de poivre et d'épices pour parfumer. Ah, excusez-moi. Hop, voilà. Donc là, on va passer aux céréales. Donc, les céréales, c'est ce qui est le plus important pour cette région du monde, c'est qu'ils aient un apport nutritionnel suffisant. Ils accordent vraiment une importance capitale à cette notion. Et souvent, ces céréales, elles sont réduites en farine en les pilant au mortier à l'aide d'un pilon. Les céréales qui sont notables, c'est le sorgho et le mil. Le sorgho, c'est la 5e céréale mondiale par rapport au volume de production et surtout la 6e source de calories alimentaires pour la population mondiale. Et le mil également, qui est cultivé depuis de nombreuses années et qui s'utilise aussi principalement en farine et sous forme de bouillie ou de galettes, comme ça se pratique actuellement au Sénégal. Ces deux céréales, le sorgho et le mil, sont vraiment intéressantes parce que il y a une étude qui a été réalisée il y a assez peu de temps qui montre que avec le changement climatique et l'augmentation de la température, il y a certaines cultures qui vont être plus difficiles que d'autres. Et le sorgho et le mil résisteront mieux finalement que le riz ou le blé d'ici 2050. C'est une étude qui a été réalisée par l'Organisation météorologique mondiale et qui explique que ces deux céréales ont besoin de beaucoup moins d'eau que le riz et le blé. Et donc, il serait intéressant de les développer pour les cultures en 2050. Après, il y a d'autres céréales qui sont consommées en Afrique de l'Ouest, dont le riz sauvage, qui est d'origine africaine et cultivé par des éleveurs plutôt nomades et qu'on utilise pour le riz wolof notamment. Ensuite, il y a aussi le maïs qui est présent en Afrique de l'Ouest, mais qui donne un produit final très apprécié parce que bien clair et il donne beaucoup de volume. Et ça, c'est très intéressant pour la population d'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut savoir, ce qui est à noter aussi concernant le mil et le sorgho, je reste un peu sur ces céréales-là parce que c'est vraiment des céréales intéressantes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique a fourni plus de la moitié de la production mondiale de mil. Et sur le continent, les principaux producteurs de sorgho, c'est le Nigeria, l'Éthiopie, le Niger et le Burkina Faso et le Mali. Donc, c'est des céréales qui sont ancrées chez eux.
On passe maintenant au poisson. Donc, en Afrique de l'Ouest, le poisson, c'est la principale source de protéines. On consomme du poisson au quotidien. C'est 5 à 8,5 kg de poisson par personne et par an. En fait, en Afrique de l'Ouest, l'approvisionnement en viande est insuffisant et trop cher. Donc, on va être amené à plus consommer de poissons que dans les autres parties de l'Afrique. La pêche en eau douce, ça représente une partie non négligeable de la production. C'est le Sénégal qui est le premier producteur français de poissons d'eau douce. Et c'est un secteur qui reste très artisanal. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs artisanaux et ils représentent un groupe social assez conséquent et ils alimentent 75% en moyenne des productions nationales. Voilà, donc le poisson, il est émietté et séché souvent, et frit à l'huile et cuit dans des sauces. C'est pas du poisson qui va juste être grillé, il va être travaillé par la suite. En poisson d'eau douce, le poisson le plus consommé, c'est le tilapia. Et comme je vous l'expliquais, ouais, la pêche reste quand même assez artisanale, mais c'est vraiment le Sénégal qui est le maître sur ce marché-là. Ensuite, on va passer aux viandes. Donc, la consommation de viande en Afrique, c'est une des plus faibles du monde, c'est 15 kg par habitant, alors qu'au niveau mondial, c'est 35 kg, même si ça augmente de plus en plus. Ce n'est pas une consommation énorme qui est faite en Afrique. La production locale, elle peine à satisfaire même cette demande qui est assez faible. Et il y a quand même 20% de la viande consommée en Afrique qui vient de l'étranger. Donc, c'est 2 fois plus que la moyenne mondiale. Après, les viandes qui sont consommées, c'est plutôt des viandes qui sont fortes en goût, comme le mouton, la chèvre. C'est des viandes qui sont consommées assez quotidiennement. Et la viande de brousse est encore présente. Donc, la viande de brousse, c'est la viande issue d'animaux sauvages. Et elle fait partie depuis longtemps du régime de base de nombreuses communautés. Après, elle est vendue localement et génère des revenus pour répondre aux besoins de la communauté. Mais c'est une viande qui n'est pas vraiment acceptée et qui tend à disparaître tout de même. Après, je vous ai mis un exemple de produits carnés qui sont réalisés au quotidien en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le souya. Donc, c'est un kebab populaire qui est grillé, épicé et aromatisé aux cacahuètes. Et il est vendu dans la rue et comme collation du repas du soir. Et c'est généralement fait avec du bœuf et du poulet. Le poulet qui est une viande très importée, pas beaucoup réalisée localement et vendue localement. Ensuite, on passe aux tubercules et aux fruits. Donc là, comme je vous l'expliquais auparavant, c'est un marqueur culinaire très important parce que c'est une culture qui est faite localement. Donc l'igname, le manioc et la patate douce sont consommés vraiment au quotidien et sous différentes formes, en purée, en pâte, et ils apportent comment dire, une satiété, voilà, une satiété assez rapide. Donc, on retrouve ces cultures de plantes racines comme des cultures de subsistance, donc qui servent principalement à l'alimentation humaine et de la communauté. Donc, c'est-à-dire que l'agriculteur va réaliser ces cultures et pour nourrir sa famille de façon principale, et ensuite il va vendre l'excédent. Ensuite, il y a des fruits qui sont consommés au quotidien, comme la banane plantain et d'autres types de bananes, la noix de cola, le tamarin et le fruit du baobab. La noix de cola, c'est un stimulant qu'on va mâcher qui est riche en caféine et qui est souvent utilisé lors de cérémonies et qui va aider à combattre la famine lors des travaux difficiles. Le tamarin, lui, c'est un fruit qui est connu pour ses effets laxatifs, mais qui, au Sahel, on va écraser la pulpe dans de l'eau pour acidifier de la bouillie de sorgho, de céréales dont je vous parlais tout à l'heure, et comme si c'était du vinaigre. Donc, ça a vraiment une acidité importante.
et il peut être aussi utilisé séché dans des gâteaux. Après, comme fruit, il y a aussi le fruit du baobab, donc qu'on développera un peu plus par la suite, qu'Émilie vous expliquera un peu plus. Et ça, le baobab, ça donne un fruit acidulé et riche en calcium, qu'on appelle souvent aussi pain de singe, et qui peut donner avec la pulpe une boisson très rafraîchissante. Les feuilles de baobab sont aussi consommées et sont consommées comme légumes verts au quotidien pendant certaines périodes de l'année. Après, il y a aussi des produits qui font partie maintenant intégrante de la culture gastronomique africaine, comme les tomates et le piment, mais qui ont été importés par Christophe Colomb, mais qui sont maintenant présentes dans de nombreux plats traditionnels. Concernant les racines et tubercules, nous avons réalisé une étude, un exploratoire ingrédient sur ce thème-là, qui est très diversifié, parce qu'il y a énormément de racines et tubercules différentes et qui ont des propriétés intéressantes. Je vous invite à aller voir sur notre blog, il y a un e-book qui est dédié. Et enfin, il y a une catégorie aussi importante qui est consommée au quotidien, c'est tout ce qui est poivre et épices. Les Africains de l'Ouest vont consommer beaucoup d'épices pour agrémenter leurs plats, pour apporter des saveurs qui sont parfois peu connues. Donc, ils vont les consommer au quotidien. Donc, dont par exemple le berbéré, qui est une préparation d'épices et d'aromates. On y trouve du piment séché, de l'ail, du gingembre et de l'oignon rouge, et de la cardamone. Et après, il y a le poivre de Guinée, qu'on appelle aussi manigouette, je ne sais pas si je le prononce correctement, et également appelé aussi graine du paradis. Donc, c'est une plante originaire d'Afrique de l'Ouest et qui est utilisée également en tant qu'épice. Après, il y a le pili-pili, qui est un piment rouge africain et qui est de petite taille et fort piquant. Ensuite, il y a le poivre de Penja, qui est un poivre récolté qui est rouge au départ et qu'on va mettre à fermenter et qui va perdre sa coquille et devenir blanc pour ensuite être séché. Et ce poivre-là, il est long en bouche et très légèrement piquant. Il est doux et raffiné. Il est vraiment très connu en Afrique puisque c'est une appellation d'origine contrôlée et qui fait la fierté de la région de Penja. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Émilie et Eric qui vont vous présenter les 3 produits qui ont retenu notre attention et qui semblent avoir un potentiel créatif important. Ils vont vous présenter 3 produits, donc la poudre de baobab, la graine de la paix et le gombo. Je vais leur laisser la parole maintenant. Alors, apparemment, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc, je me représente. Éric Labbé, donc je suis conseiller culinaire au Centre culinaire conseil, donc spécialisé en restauration collective. Et moi, je vais vous parler du gombo et par la suite de la graine de la paix. Donc, le gombo. Donc, ce gombo est un légume que l'on retrouve dans beaucoup de cuisines du monde et notamment africaines. Donc, plutôt utilisé pour les soupes et les ragoûts, pour l'épaississement de ces soupes et de ces ragoûts. Donc, un épaississant naturel. On peut le trouver appelé okra, donc O-K-R-A. Et donc, il fait partie de la famille des Malvaceae, tout comme l'hibiscus. Donc, ce légume a plutôt accru un nez proche
un côté herbacé, végétal, et au goût, plutôt quelque chose qui va se rapprocher du haricot vert cru. Donc, c'est un légume d'à peu près, allez, on le choisit plutôt à 8 à 10 cm de longueur, plutôt bien vert, non pourvu de petits chocs pour l'avoir de qualité. Et c'est quelque chose un légume qui se travaille et qui se mange très rapidement, puisqu'on peut le garder très peu de temps, à peu près 2 à 3 jours, pour avoir quelque chose de qualité. Il y a une peau duveteuse. Donc, à la coupe, on a quelque chose qui ressemble à une tranche un peu en forme de pentagone, avec des petites graines blanches à l'intérieur. Alors, ces petites graines, vous pouvez les voir sur les deux assiettes. Donc, l'assiette du haut est plutôt travaillée à cru et celle du bas est plutôt travaillée donc, en cuisson. Donc, ces petites graines, je les ai faites torréfier et dans certains pays, alors le Mali et aussi la Turquie, on peut s'en servir comme substitut au café. Donc, à cru, on est plus sur quelque chose de croquant, avec un côté à la coupe, ce côté mucilagineux assez fin, filant, que l'on va retrouver aussi ce côté mucilagineux et en quantité beaucoup plus importante en cuisson. Donc là, en cuisson, avec les différents tests que j'ai pu effectuer, on s'aperçoit que cuit entier, on est plus sur une consommation de légumes tels quels, on va dire. Donc un côté mucilagineux moins important en le coupant après cuisson. Et avec une cuisson, avec une coupe à l'avance, on va dire, on est sur quelque chose qui va être vraiment mucilagineux et qui va vraiment épaissir, l'eau va vraiment être par ce caractère d'épaississant pour ce mucilage, pardon, je cherche mes mots. Donc après, non, j'ai pas fini, Amélie, pardon. Donc c'est le côté mucilagineux en fait à la cuisson coupée. Quand on le mixe par la suite, donc est très très important. On a quelque chose de vraiment gluant, très épais. On aime, on n'aime pas. Si on cuit, donc là c'est une cuisson à l'eau. Si on le cuit avec une eau qui est citronnée, ce côté mucilagineux va être moins important et quand on le mixe, en fait, va devenir plus un côté épaississant plutôt que gluant, en fait. Donc, ce légume est aussi intéressant car il est faible en calories et plutôt riche en fibres solubles avec des propriétés antioxydantes et composé de nombreux nutriments. Donc, pour être un épaississant vraiment végétal. Je vais passer la main à Émilie, qui va vous parler du fruit de baobab. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie Robin et je suis conseillère culinaire spécialisée en industrie agroalimentaire. Et moi, je vais vous parler de la poudre de baobab. Alors, voilà. Donc, partons d'abord de l'arbre, qui est vraiment un symbole de l'Afrique occidentale, donc le baobab. Donc, dans cet arbre, tout est utilisé. Les racines, les feuilles, les graines, l'écorce, la sève. Et donc, cet arbre produit donc des fruits qui sont sous forme de carbosse de cacao, dans lequel est renfermée une pulpe blanche et farineuse qui contient des centaines de graines noires. Et donc, c'est cette pulpe blanche qui va être transformée en poudre. Et donc, c'est cette poudre que j'ai utilisée. Alors, la production de la poudre, donc, c'est l'un des rares fruits au monde où il sèche naturellement dans l'arbre et donc sur la branche. Et donc, ensuite, une fois séché,
les fruits sont récoltés, on les casse et on renferme cette pulpe. Et on récupère donc cette pulpe qui est déjà donc séchée. On la sépare des graines et ensuite on l'écrase, on la tamise. Alors, pour justement, comme je disais que tout est utilisé, les graines, entre autres, donc moi je ne les ai pas utilisées, mais elles sont utilisées entre autres, soit pressées pour en faire une huile alimentaire ou autrement torréfiées qui sert de substitut au café. Alors, donc, justement, alors on obtient une poudre, comme je disais, donc farineuse, une poudre blanche avec une très fine granulométrie de couleur blanc crème, blanc cassé, avec une odeur plutôt boisée. Et en goût, plutôt, ça a une note acidulée fruitée qui est assez proche du pamplemousse, un peu agrume, une note végétale et légèrement sucrée. Alors, cette poudre a donc des particularités nutritives très intéressantes. Après une recherche bibliographique sur Internet, on peut donc en résumer que cette poudre est riche en minéraux, en fer, en potassium, magnésium, zinc, phosphore, en 11 acides aminés essentiels et non essentiels, et c'est une réserve de vitamines A, C, B1, B2, B6 et PP. Alors, si vous voulez, pour être plus proche, voilà les comparaisons que j'ai retrouvées le plus souvent. Alors, cette poudre possède une teneur en vitamine C 6 fois supérieure à l'orange, une teneur en calcium 3 fois supérieure au lait, une teneur en potassium 6 fois supérieure à la banane et aussi elle a des propriétés antioxydantes 10 fois plus importantes que les baies de goji. Alors, les utilisations les plus courantes en cuisine, donc c'est surtout, ils l'utilisent en saupoudrage, donc soit sur des soupes, sur des salades en Afrique, ou autrement aussi pour accompagner dans des boissons, pour apporter cette petite note acidulée et sucrée, en smoothie, jus de fruits, thé, infusion. Et il y a donc une boisson qui s'appelle le jus de bouille, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une boisson typique du Sénégal. C'est donc un mélange d'eau avec de la poudre de baobab. Et donc, c'est une boisson qui est excellente pour la santé. Et aussi, elle est utilisée dans des pâtisseries parce qu'elle a aussi une petite note sucrée. Et par contre, il faut faire attention parce que forcément, avec la cuisson, tout ce qui est fibres et vitamines donc, sont en grande partie détruites. Alors, moi, après, j'ai fait quelques tests en labo pour voir un petit peu les fonctionnalités de cette poudre. Alors, j'ai d'abord étudié sa capacité d'absorption maximale à froid et à chaud dans de l'eau, ainsi que dans l'huile. Alors, après, donc, on peut donc dire que la capacité d'absorption, aussi bien à froid qu'à chaud, est d'à peu près environ 5 fois son poids. Donc, il faut faire très attention donc, dans les formulations, si on a donc une partie liquide, ça absorbe beaucoup d'eau. Ou d'eau ou de liquide. Et aussi, donc la capacité d'absorption dans l'huile est à environ 2 fois son poids. Ensuite, j'ai fait un test d'épaississement à chaud. Donc, j'ai fait chauffer donc, 100 g d'eau avec 5 g de poudre de baobab et pour voir s'il y avait un pouvoir épaississant ou gélifiant. Et donc, vraiment, là, on voit la poudre qui absorbe l'eau, qui prend en masse avec l'humidité, mais aucune fonctionnalité épaississante ou gélifiante n'a été observée. Et en plus, donc la poudre n'est pas soluble puisque après avoir fait ce mélange, j'ai laissé refroidir 10 minutes. Et là, on peut voir donc un déphasage avec la poudre qui retombe dans le fond de la casserole. Ensuite, j'ai fait des tests de pH. Donc, j'ai mélangé cette poudre à différents pourcentages dans de l'eau. Et après, j'ai mesuré le pH pour chaque mélange. Alors, je suis partie d'un pH donc de l'eau à 7,5 et en ajoutant 0,2% de poudre, j'obtiens un pH à 4,45. Donc, je suis allée jusqu'à 5% de poudre et j'obtiens donc un pH à 1,05. Donc, cette poudre de baobab permet donc de baisser le pH. Cela peut donc être une alternative naturelle pour augmenter la durée de conservation de certaines préparations.
Et autrement, quelques points de vigilance lors de formulation ou de process. Donc, le mélange eau-poudre de baobab que j'avais préalablement chauffé, je l'ai émulsionné avec un mixeur plongeant. Et là, donc, une mousse se forme en surface et elle reste stable dans le temps. Donc, attention avec des cuves, avec des forts vortex, ça peut être donc un frein, ou en tout cas un point de vigilance. Et deuxième point de vigilance, c'est la dispersion dans l'eau, qui est beaucoup plus difficile que dans l'huile. Ça forme des petits grumeaux en surface. Donc, lors du process, il faut plutôt ajouter cette poudre déjà dans un mélange sec pour une meilleure dispersion. Voilà, donc maintenant, je vous laisse avec Eric. Donc, il va vous parler de la graine de la paix. Donc, la graine de la paix. Lors de notre passage au Food Temple Africa, on a fait beaucoup de découvertes, en fait, beaucoup de découvertes au niveau des épices. Il a fallu en choisir une, donc la graine de la paix. Alors, je pense qu'on l'a choisie aussi par son petit nom, plutôt joli. Donc, il faut savoir qu'en Afrique, en fait, les épices ont plusieurs vertus, donc, plusieurs utilisations. C'est une utilisation médicinale et de tradition, et bien sûr une utilisation culinaire. Donc, pour la graine de la paix, en fait, en Afrique, elle est offerte en guise de réconciliation après une dispute ou utilisée pour se protéger des mauvais esprits et porter chance. On va plus s'intéresser au côté culinaire maintenant. Donc, elle est originaire de la région des Bamikele. Son graine de la paix, on peut l'appeler aussi jujube ou graine de didyme. Sa famille, donc c'est comme la maniguette qui est la graine du paradis et le cororima, c'est les Aframum. Donc la graine, la gousse plutôt, donc ça, on a une gousse plutôt rigide de couleur marron et assez filandreuse, donc qui renferme une enveloppe très friable, donc que vous pouvez voir sur la deuxième photo, avec toutes les graines à l'intérieur. Donc les graines, elles sont un peu de forme pyramidale aussi. On peut les utiliser telles quelles et donc les manger, les consommer telles quelles. Donc là, bon, il faut avoir des bonnes dents. On croque et on s'aperçoit très vite en côté gustatif qu'il y a un côté anis, anisé et réglissé. Et on a ce goût assez particulier. Donc, j'ai mis bubblegum, donc le côté malabar qui vient très vite. Et après, on est sur des notes plus d'agrumes, de mandarine. On peut aussi avoir, avec ce côté bubblegum malabar, une impression de goût de banane aussi. Donc, j'ai fait quelques essais aussi avec, surtout en infusion. On avait goûté lors du Food Temple Africa, en fait, une glace faite par un chef là-bas et qui nous avait fortement intéressés. Et on avait trouvé ça vraiment très, très bon. Donc, deux pouvoirs, en fait, à cette graine. Le parfum qu'elle peut diffuser, donc je l'ai faite infusée dans du lait. Donc, c'est un parfum vraiment très léger et agréable. Et surtout, ce qui nous a paru très important, en fait, c'est ce pouvoir sucrant, donc ce sucrant naturel. À doser, donc au niveau des doses, j'avais mis 1 gramme pour 20 centilitres de lait. Et là, on avait quelque chose de sucré naturellement, pas forcément fortement sucré, mais ce petit goût vraiment très agréable. Au niveau nutrition, très peu de recherches ont été faites sur cela. Dans l'idée, c'est d'en faire faire pour nous et de voir si si c'est vraiment considéré comme un sucre,
ça y est, je me mélange un peu les pinceaux, pour ce pouvoir vraiment sucrant et ce sucrant naturel. Au niveau des tests, on pourra en faire aussi par la suite sur des pâtisseries, parce qu'on s'est aperçu lors de l'utilisation en fait, de cette infusion que cette poudre que j'ai réduit en poudre, pardon, aussi, avec un pilon. Cette poudre en fait est faite de différentes fractions, dont certaines restent insolubles. Alors dans la graine, en fait, là on ne le voit pas forcément, mais quand on concasse, on a une partie blanche qui nous paraît, elle, apporter ce côté sucrant, en fait. Donc par la suite en infusion. Voilà. Je repasse la main à Linon pour la suite. Du coup, maintenant, je vais vous présenter une autre partie de ce webinaire qui est liée directement avec les produits qui vous ont été présentés par Eric et Émilie. C'est-à-dire qu'après avoir fait toute cette veille et toutes ces études liées à l'Afrique de l'Ouest, on a trouvé intéressant de vous présenter un exemple de création de produits qu'on a fait en interne par rapport aux connaissances qu'on a pu avoir. C'est un exemple qui est en lien avec les tendances de consommation actuelles. Donc, on s'est rendu compte que la cuisine africaine, elle était très diversifiée et parfois considérée comme copieuse et assez lourde, entre guillemets, bien évidemment. Lors des expérimentations culinaires des chefs, on a découvert des produits et donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un concept culinaire qu'on pouvait développer lié aux tendances culinaires actuelles. On a voulu mettre en avant un plat qui représenterait la diversité des produits africains, tout en étant un plat complet et surtout adapté au snacking. Le poke bowl, comme c'est un format très tendance sur le marché du snacking, on s'est dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour présenter la diversité des produits africains. Et surtout, ça a une image intéressante puisque ça a une image très moderne et ouverte sur le monde. Donc, on a créé un bowl inspiré par cette cuisine africaine et cette cuisine africaine de l'Ouest. Donc, on va vous présenter une salade de fonio, filet de poulet mariné, épices et noix de cajou, gombo, houmous de niébé, patates douces et accompagné de ces chips de manioc. Dans l'idée du concept auquel on a réfléchi ensemble avec les conseillers culinaires, on s'était dit qu'il y avait un packaging à créer qui soit en cohérence avec ce concept-là. Et en allant plus loin, on aurait aimé travailler la calebasse, donc, que je vous ai présenté au début du webinaire, comme un ustensile qui puisse ensuite être réutilisé au quotidien. Maintenant, je vais passer la main aux conseillers culinaires qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce plat qu'on a créé et ce poke bowl à l'africaine. Alors, donc pour ce... Attendez, hop. Ah. Voilà. Animal, donc ici le poulet, qui peut convenir à un plus grand nombre de consommateurs, avec donc une marinade aux épices. Et donc justement pendant le Food Temple Africa, on a fait un atelier sur les épices et on a découvert 3 épices vraiment très intéressantes qui ont du caractère et une vraie typicité. Donc ici on a mis en avant les seseux, qui est donc une gousse et aussi appelée 4 côtés. La deuxième épice, c'est la noix de pébé, qui est aussi appelée la muscade africaine. Et autrement, l'arbre ail. Donc là, c'est un arbre
dont tout est utilisé, feuilles, écorces et fruits, qui a une odeur et un goût aliacé vraiment très très proche de l'ail, et l'écorce en plus une note fumée. Et en fait, dans la cuisine africaine, c'est énormément utilisé en remplacement de l'ail. Donc là, autrement, pour la composition du bol, on est aussi parti sur une céréale. Ici, on a mis en avant le fonio blanc et fonio complet, qui ont des valeurs nutritionnelles proches du riz. Troisième composante du bol, une légumineuse. Ici, le niébé, qui est un haricot sec et aussi appelé le black eyed peas. Alors là, donc on n'a pas calculé les valeurs nutritionnelles, mais par contre, j'ai fait des recherches sur les apports journaliers recommandés pour certains nutriments sur les ingrédients propres. Et donc, le niébé, donc 100 grammes de niébé cuit représente 11 grammes des apports journaliers recommandés en protéines. Quatrième composante, légumes crus et cuits. Donc, on est parti sur deux, le gombo et la patate. Le gombo cru. Alors, pareil, pour les apports journaliers recommandés, c'est sur 100 grammes de gombo cru. Ça représente 10% des apports journaliers recommandés en fibres, 5,7% des apports journaliers recommandés en fer et 25% des apports journaliers recommandés en vitamine C pour 100 grammes de gombo cru. Et autrement, donc en légumes cuits, nous avons donc pris la patate douce, qui contient de la fibre et qui représente 9,6% des apports journaliers recommandés en fibres. Cinquième composante, un oléagineux, ici donc la noix de cajou. Et autrement pour la sauce, donc on est parti sauce à base de poudre de moringa. Donc le moringa, c'est un super aliment. Et ce sont donc les feuilles de la plante qui sont séchées puis réduites en poudre. Et au début, donc, on les a utilisées pour le goût et la couleur. Alors, dans la salade snacking, souvent, donc, les sauces sont pasteurisées, donc ça perd donc, une partie de ses propriétés, mais c'est énormément utilisé en saupoudrage. Donc, ça pourrait être aussi une idée de petit stick à côté pour être en saupoudrage sur la salade, ou autrement pour enrober des chips, par exemple les chips de manioc. Et alors, cette poudre de moringa donc, contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 10 fois plus de provitamine A que les carottes, est riche en minéraux comme le potassium, le calcium, le fer, riche en protéines végétales, contient les 8 acides aminés essentiels, entre autres. Voilà. Et donc là, c'est bon. Pour la composition du bol, voilà comment on a créé ce bol. Et autrement, à côté, on est parti sur des chips de manioc. Donc, on a utilisé du manioc doux. Et on a voulu justement utiliser une autre tubercule autre que la pomme de terre. Et il faut savoir que l'Afrique est l'un des plus grands producteurs au monde de manioc. Alors, moi, je vais prendre la suite pour vous présenter un peu l'univers graphique qu'on a développé pour ce produit. Alors, au niveau des inspirations graphiques sur lesquelles on s'est basé pour créer ce packaging et vous donner un peu une idée de ce qu'on est capable de faire au Centre Culinaire Conseil, on s'est inspiré des couleurs déjà de l'Afrique de l'Ouest et des traditions qui y sont liées. Alors, ce qu'on voit en bas, c'est le tissu Kent. Donc, c'est un motif et des motifs qui sont extrêmement présents et qui sont originaires du Ghana et qui existent depuis des siècles. Et ce qui est intéressant avec ce motif et ce qui nous a inspiré pour la création du packaging, c'est que ce tissu Kent, c'est une tradition du peuple Assante. Et en fait, chaque bloc, motif ou couleur a un nom et une signification distincte. Donc, c'est un tissu qui comprend plusieurs symboles et qui représente souvent des concepts et des dictons. Donc, on s'est servi de ces inspirations-là qui sont directement liées à l'Afrique de l'Ouest pour essayer de créer un produit qui soit en cohérence avec l'Afrique de l'Ouest, notre sujet principal. Et donc, on a créé ceci qu'on va vous montrer maintenant. Hop. Donc, le graphisme que vous pouvez voir déjà un petit peu sur le côté. Et ensuite, ça, c'est une photo du bol qu'on a pu réaliser, là, qui est pour l'instant dans une assiette. Mais on va vous présenter le vrai produit qu'on a fait avec les conseillers culinaires. Je vous mets en vidéo en plus grand. Et voilà. Donc, Eric, pour vous présenter notre bol. Donc, là, pour le moment, effectivement, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas une calebasse. Une calebasse, c'était
pour aller plus loin dans le prototypage. Et après, on a une capsule en plastique et le graphisme qui va venir englober un peu le packaging avec le motif dont je vous parlais tout à l'heure, avec des informations intéressantes sur le dessus qui vont permettre de présenter un peu le produit. Donc, avec les éléments importants comme le fait que ce soit un plat complet et sans gluten, les épices typiques et les éléments principaux, le fonio et poulet. Donc, Eric peut vous présenter un peu comment ça se présente à l'intérieur, avec chacun des éléments qu'Émilie vous a présentés et la sauce moringa au centre. Voilà. On va essayer de ne pas faire tomber le bol sur l'ordinateur. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Et ce qui accompagnerait en fait cette salade, c'est les chips de manioc. On s'est dit que ça changeait un peu des chips qu'on connaît. Alors, la lumière ne donne pas forcément, donne pas forcément ce qu'il faut, mais voilà. Voilà. Là, on voit assez bien. Et donc, ça, c'est les chips de manioc qui ont été réalisés tout simplement pour accompagner un peu cette petite salade. Voilà. Hop. Donc, on va repasser à la présentation. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un peu de ce webinaire, ce que je vous invite à faire, c'est que vous avez un chat sur le côté qui vous permet de nous poser des questions. N'hésitez pas à écrire un message et on pourra vous répondre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous répondre. Est-ce que déjà vous arrivez à écrire sur le chat? Normalement, oui. Tac, tac, tac. Donc, apparemment, vous n'avez pas vraiment de questions. J'attends encore un petit peu. N'hésitez pas, hein, si c'est des questions même sur les produits. Après, on pourra vous donner plus de précisions ensuite si jamais il y a besoin. Alors, Colline, vous disiez que le kenté des assentis, plus précisément, d'accord, très bien. J'avoue que je ne connaissais pas forcément des assentis. Ah oui, c'est exact, je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai peut-être fait une erreur. Non, c'est ça, assente, oui, voilà, tout à fait. Assenti. Il faut trouver la bonne façon de dire les choses. Alors, savez-vous si... Alors, des fournisseurs européens commercialisent ces matières premières? Alors là, je vais laisser répondre Eric et Émilie. Le gombo, on le trouve assez facilement. Pour ce qui est de la poudre de baobab, on en a trouvé dans des magasins spécialisés. Donc, il y a pas mal de fournisseurs. Et pour tout ce qui est graines de la paix, vous avez différents fournisseurs plus typés épices. Alors, vous avez la marque Terre Exotique et Mes Épices sur le site mesépices.com aussi qui ont ces produits, alors que l'on va retrouver pas sous forme, alors on peut la retrouver sous forme de gousse ou directement sous forme de graines ou carrément aussi de la poudre aussi. Alors, je vais répondre à Élie David qui me demandait si je pouvais envoyer la présentation. Donc, en fait, là, actuellement, je suis en train d'enregistrer cette présentation. Et donc, il va être tout à fait possible de vous envoyer le replay par la suite, sans souci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne crois pas. Ah, si, j'ai encore une autre question. Ah non, c'est bon. Alors, vous parliez d'études, est-ce que vous les ajouteriez au PowerPoint? Alors, les études qu'on a réalisées, que les chefs culinaires, les conseillers culinaires, pardon, ont réalisées, vont permettre de réaliser des articles
qui seront dédiés aux produits, je vais arriver à m'exprimer correctement, qui vont être dédiés aux produits et qui vont avoir beaucoup plus d'informations, et toutes les informations précises que les chefs ont pu donner vont effectivement être inscrits dans un article. Pas forcément dans le PowerPoint, mais dans des articles qui seront dédiés et qui seront présents sur notre blog. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Hop. Et je pense aussi, alors, Colline, merci, je pense aussi à l'étude de l'Organisation météorologique mondiale. Alors, cette étude, elle a été réalisée il y a assez peu de temps. C'est une étude qui est sur Internet. Je pense que vous pouvez la retrouver en faisant une recherche sur Internet sur ce thème-là. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, on va passer maintenant à la conclusion. Déjà, merci de nous avoir écoutés. Comme vous avez pu le constater, le continent africain a vraiment une culture gastronomique unique et peu ou pas assez connue aujourd'hui en France. C'est par exemple la cuisine asiatique qui est beaucoup plus présente dans nos habitudes. Les produits africains, comme on a essayé de vous le démontrer ici, sont extrêmement diversifiés et ont de nombreuses vertus santé qui peuvent être intégrées à des recettes healthy, ce qui n'était pas forcément une notion qui nous était familière. Ensuite, comme les chefs vous l'ont présenté, il y a des propriétés nutritionnelles intéressantes, par exemple pour le moringa ou la poudre de baobab, et qui peuvent être intégrées à vos innovations. Ensuite, il y a les racines et tubercules qui sont très utilisés et qui ont des goûts intéressants. On avait fait un exploit ingrédients sur ce thème-là et on a essayé de démontrer encore une fois le potentiel créatif de ces produits. Et enfin, le pouvoir sucrant de la graine de la paix ainsi que l'acidité de la poudre de baobab qui peuvent donner de l'inspiration pour des futures innovations. Cette étude, elle nous a vraiment permis de confirmer et de valoriser une tendance gastronomique qui s'ancre de plus en plus dans nos quotidiens, comme je vous le disais au départ, par la restauration notamment. Et on a essayé de vous démontrer qu'il y avait un vrai potentiel créatif. Et j'espère que ce webinaire vous a plu et qu'il a permis de nourrir un peu votre veille sur ce sujet-là. Je vous invite à continuer à nous suivre sur notre blog. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Et voilà. Ensuite, pour la suite de ce webinaire, donc comme je vous l'expliquais, c'est un webinaire qui est enregistré, donc il va y avoir un replay. Donc si jamais vous avez besoin vous avez zappé une information ou vous avez besoin de revoir le webinaire, c'est tout à fait possible. On vous publiera ça la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous avez besoin de précision sur certains produits. Il est tout à fait possible qu'on puisse vous répondre. Et il y aura surtout des articles associés, comme je vous l'expliquais, qui détailleront un petit peu plus les produits que les chefs vous ont présentés, les exploits ingrédients qui sont déjà réalisés. Voilà. Et ben, on va vous laisser du coup. Tac. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour le nouveau webinaire du Centre culinaire Conseil. Au revoir.